Bonjour à tous et bienvenue dans Burn After Watching, l'épisode 4. Alors le premier épisode de cette décennie. Alors tout d'abord les gars, bonne année. Bonne année. Et bonne année à tous nos auditeurs qui nous font confiance et qui sont avec nous chaque jour que Dieu fait. Alors aujourd'hui, nous sommes comme à notre habitude avec l'immense et l'extraordinaire Martin Cuvillier. Waouh, merci beaucoup Victor. Bonjour, bonsoir. Ah, salut. Et tout d'abord, avant de présenter notre invité, j'ai un petit truc à faire. Ouvrir cette année avec un mea culpa. Parce que durant l'épisode 3, j'ai malheureusement dit pendant une séquence que ma sœur Laura n'aimait pas Drive de Nicolas Winding Refn. Et elle m'a un peu remonté les bretelles. Donc, je tiens à dire qu'elle a aimé Drive. Et que c'est Manu, son copain, qui n'a pas aimé. Donc j'ouvre avec un erratum, avec un mea culpa. Super. Non, c'est important. Oui, c'est vrai. Voilà. Faut rectifier l'histoire. Oui. Alors, mais notre invité a par ailleurs beaucoup en commun avec ce film, Drive. Tout d'abord, il a le charisme de Gosling, la bienveillance de Carey Mulligan et l'humour de Bryan Cranston. Et surtout, eh ben, il a le permis. Et oui. Bien qu'il ait le même prénom que le réalisateur Nicolas Winding Refn, mais ce n'est pas lui. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, dans les studios de Burn After Watching, Nicolas Lagisi. Bonsoir. Salut Nicolas. Salut. Comment ça va ? Ça va et toi ? Bah ça va très bien. Et ben moi je suis hyper content d'être là. Voilà. Eh ben, nous on est très contents de On t'accueillir. est tous très à l'aise. Alors Nicolas, pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas, Oui, est-ce que tu pourrais te présenter ? bien sûr. Je suis chercheur en histoire de guerre. J'ai fait 15 ans d'études à la Sorbonne notamment. Et là je suis actuellement en train d'écrire un bouquin en partenariat avec... c'est un peu trop long comme van. Donc, Non, elle est très bien. non, je suis comédien, acteur, et puis passionné de guerre à côté. Mais alors là, c'est vraiment mon petit hobby à moi, quoi. C'est pas la guerre que j'aime en soi, c'est plus l'histoire que ça raconte et les petites histoires qui font la grande. Mais oui, c'est carrément un truc depuis tout gosse, quoi. C'est beau ça. Ouais. Yes. Eh bien aujourd'hui, on va vous parler de guerre. On va vous parler de 1917. Film de Sam Mendes, sorti en 2019 aux États-Unis, sorti en 2020 en France en ce début d'année. Donc ce film, qui est un film qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, il relate l'histoire de 2 soldats britanniques qui ont pour mission d'aller chercher une division alliée, donc britannique aussi, qui va se précipiter dans un piège tendu par les Allemands. Et donc ils doivent arriver, ces 2 soldats, seuls, au lieu où se trouve la division et pour empêcher tout désastre. Bon, on s'y attaque. Donc, on s'attaque à 1917. 1917. Alors les gars, petit truc comme ça, quel est votre premier souvenir de guerre ? Enfin, premier souvenir de guerre. Quel est votre premier souvenir d'un film de guerre ? Moi, c'était dans la Somme. Un matin d'hiver. Non, mais je sais, premier film de guerre qui m'a marqué, c'est ça ? Ouais. Je crois, j'hésite entre 2, mais je crois que c'est Full Metal Jacket. Ouais, pourquoi ? Déjà parce que je crois que c'est vraiment le premier que j'ai vu. Ah oui. Et puis, et en fait, il m'a marqué parce que je me souviens quand je l'avais vu la première fois, j'avais pas du tout aimé la deuxième partie, qui était donc la partie où ils sont au Vietnam. Oui. Et je regardais en boucle la première partie avec le sergent instructeur, l'engagé baleine, etc. J'ai commencé par le Vietnam. Et toi, Martin ? Je pense que c'est le jour le plus long. Ah ouais ? Ouais. Oh. Que mon père adore et donc il voulait nous le montrer, mais j'étais jeune, hein. Je me souviens même plus quel âge j'avais, et en tout cas je me souviens que c'était pour moi aussi à cette époque-là, c'était le film le plus long, quoi. Je me souviens que c'était très long. J'étais gamin, tu vois, et franchement j'étais pas prêt. Clairement j'étais pas prêt, mais ça m'a marqué. Du coup, il y a des scènes qui m'ont marqué, avec un casting de ouf, avec des acteurs français, américains, britanniques. Ils ont. Je crois qu'il y avait Bourvil dedans, non ? Oui, exactement. Ouais, Ouais. Il y avait même pas Léa Seydoux, quoi, à l'époque. Tu te rends compte ? Celle-là, on peut peut-être la couper après, je sais pas. Non. De Léa Seydoux ? Non. Ah, non. celle-ci aussi, alors. Ouais. Oh, punaise.
Mais donc voilà, le jour le plus long, ça m'a marqué. Non, très bon choix, excellent. 10 points pour Gryffondor. Très bon. Gryffondor, moi je suis Serpentard à mort. Mais t'es pouf souffle de ouf, gros. Mec, non, t'as Arrêtez des les- serres d'aigle. Arrêtez les Ouais, gars. oui, oui, Toi, t'es oui. serre Putain, d'aigle. c'est vrai que c'est peut-être un peu ça d'aigle aussi. Nico, il est Gryffondor. Non, moi je crois que je suis Non. énorme. On vous rappelle que ce podcast est sur 1917. Et ben moi, mon premier souvenir de guerre, de film de guerre. Quel est ton premier souvenir de guerre, de film de guerre de Victor Hanna? Merci de demander, Nicolas. Je t'en prie. Et ben moi, c'est Full Metal Jacket aussi. Yeah. Oh. Mon père le regardait à la télé en VF. Et moi, toute mon enfance, j'ai répété la chanson qu'il chante. Alors, en anglais, c'est M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E, Mickey Mouse. En français, ça m'avait marqué et je la chantais tout le temps. C'était un truc genre, ça, c'est mon flingue, ça, c'est mon dard. D'abord soldat et après fêtard. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça m'a marqué vraiment toute mon enfance. Et c'est là que je me suis dit, putain, j'ai envie de faire soldat, quoi. Donc, 1917. Alors 1917, les premiers trucs qui sont arrivés à nos oreilles, c'est le fait que ça soit tourné en plan séquence. Ouais. Et donc moi, j'ai fait une petite mise au point sur qu'est-ce que le plan séquence et pourquoi on l'utilise et d'où ça vient en fait. Le plan séquence, c'est d'abord pour avoir une unité spatio-temporelle, comme au théâtre. Être un lieu, un endroit, pendant un moment. Et aussi, c'est pour avoir un aspect dramaturgique sur le moment, pour tout le temps être avec les personnages, pour ne pas avoir d'échappatoire dans le récit. Ouais. T'as pas de cut, et donc pas d'échappatoire de cut de se dire ok, à ce moment-là on peut partir autre part parce qu'il y a eu un cut. Non, on est tout du long avec eux, et donc dramaturgiquement pour le spectateur c'est assez important. Et j'ai essayé de voir quand est-ce qu'on a eu le premier plan séquence dans l'histoire. Est-ce qu'on peut considérer que les films des Frères Lumière sont des plans séquences parce qu'ils n'ont été tournés qu'en un seul plan? Ah oui. Tu vois, Après, l'arroseur arrosé. La c'est des- technique faisait qu'ils avaient pas trop le choix, j'imagine, non? Oui, évidemment. Donc il y a eu les Frères Lumière, Ah, après il y a ouais. eu Murnau dans M le Maudit, et surtout le premier vraiment à avoir ouvert ça au grand public, c'était Hitchcock avec la corde, ouais. avec des bobines justement qui duraient que 12 minutes, et donc c'est là qu'il a inventé ce système de cut invisible pour faire croire à un plan séquence tout du long. Et donc c'est là que je pose la question de qu'est-ce que le plan séquence. Alors est-ce que le plan séquence justement ça se fait au moment du tournage, tu vois? Est-ce qu'on filme tout d'un coup et là on va dire que c'est un plan séquence parce que nombreuses fois j'ai entendu oui, mais ça c'est un faux plan séquence. Pour moi le plan séquence c'est l'objet en soi, c'est l'objet à la fin, c'est ce qu'on regarde. L'intérêt c'est pour le spectateur, c'est pas la technique, ouais il a réussi à faire ça, l'intérêt c'est pour le spectateur, donc le plan séquence il n'est valable qu'à l'endroit, qu'au moment où il est visionné. C'est Godard qui disait que le cinéma, c'est 24 fois la réalité par seconde. Étant donné qu'il y a 24 images par seconde, et chaque point de montage, chaque cut est un mensonge. Et il y en a un, j'ai eu un flash dans The Revenant, quand ils sont dans la forêt et qu'ils sont attaqués par les Indiens ouais. au tout début. oui, Et c'est celui-là, vrai. il est vraiment formidable. Ah ouais. Et je crois que c'est la première fois où vraiment je me suis dit, oh, c'est ça un plan séquence et tout. Ouais. Et petite anecdote, à chaque fois qu'on parle de plan séquence, tout le monde parle, je sais pas si tout le monde le fait, mais moi je le fais, de La Soif du Mal de Orson Welles, avec ce plan séquence en ouverture magnifique, qui est prodigieux pour l'époque, mais c'est pas un plan séquence, les gars. Faut arrêter ça tout de suite. Il y a un plan séquence, c'est un plan pour une séquence. L'élément dramaturgique, c'est la bombe qu'on vient mettre sous la voiture au début, et au moment où la bombe explose, spoiler alert, Pardon, excuse-moi. j'ai tenté. au moment où la bombe explose, Ouais. là, il y a un cut. Donc, techniquement, c'est un plan long. Voilà, c'était juste mon petit coup de gueule. Voilà, le petit coup de gueule. Non, Ok, mais c'était ok, important pour remettre ok. les points sur les i, comme on dit. Et revenons à nos moutons sur le film de guerre. À partir de quand on peut dire qu'un film est un film de guerre? What? Est-ce que, par exemple, Braveheart, qui est un film de guerre, Ah oui, bah ouais. est Complètement. un film de guerre, ou alors moi, je le mettrais plus dans les films historiques, tu vois? The Patriot aussi. Alors, je ne cite que des films avec Mel Gibson, c'est Oui. mon Bah truc aujourd'hui. hein. Ils sont hyper orientés, hyper patriotes. Bah, patriotiques, dès que ça parle d'un conflit Le complexe du Castor armé qui a vraiment existé, pour moi c'est un film de guerre. À part les films limite comme Le jour le plus long, etc., qui racontent vraiment un événement historique qui est la guerre, tous les films de guerre, même Le Soldat Ryan, c'est un contexte de guerre, mais ça raconte pas une histoire de guerre. Oui, ça bien raconte- sûr. tu Bien vois. sûr. Donc, Alors, pourquoi on fait des films de guerre? Waouh! Je verrais plus ça comme des témoignages, quoi, une sorte de
oui, de témoignage de l'histoire. Un aspect documentaire de la chose, romancé évidemment. Un peu, oui. Et puis, on va pas se mentir, surtout sur la première et la deuxième, ça a marqué quand même des populations entières. Je veux dire, nous, on vit dans un pays qui est encore marqué par ça. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un détail de l'histoire? Putain. Coupé. Oh, merci de l'avoir fait. Là, c'est bon, on peut reprendre. Allez, yes. Bah oui, ça va être dur maintenant. Bah, Je sais même plus ce que je disais. En fait. Est-ce qu'on peut dire justement que les films de guerre peuvent amener un côté propagande? Parce que un des premiers films de guerre, je crois, le premier film de guerre, j'ai cherché avant, j'ai pas trouvé, c'est La naissance d'une nation de Robert Griffith en 1915, qui est l'adaptation d'un roman, et le roman est explicitement raciste. Tu vois? Ok, d'accord. Et en fait, donc Griffith a fait ça, ça a été un carton monumental. Et encore aujourd'hui, c'est considéré comme l'une des pires œuvres américaines, mais en même temps comme une des plus grandes. C'est pendant la guerre de sécession. Okay. Et ça prône l'esclavage, le racisme. Okay. Ça valorise le Ku Klux Klan. Ah oui, mais il me semble que même que le Ku Klux Klan avait des sous là-dedans, dans cette production-là. D'ailleurs, petite parenthèse, il me semble que les plans dans Forrest Gump, quand Forrest explique au tout début du film qu'il a eu un de ses ancêtres qui était un grand homme ou quoi. Oui. Je pense que je crois que c'est les plans de Birth of a Nation qui sont utilisés avec la tête de Tom Hanks dessus du coup puisque. Oui, c'est vrai. Ouais. Et ce film a fait un carton monumental alors que dans le film il y a quand même un homme noir qui agresse une femme blanche et la femme blanche. Pour se sauver de l'homme noir, finit par se jeter d'une falaise et mourir. Donc la pauvre petite femme blanche, toute jolie, toute mignonne. L'homme noir d'ailleurs qui a été incarné par un homme blanc blackfacé quoi. Wow. Mais ça c'était hyper courant dans le cinéma. Ah bah ouais. Oui, même à Hollywood pendant même très récemment encore. Ouais, carrément ouais. Ah oui, Black Panther c'est que ça. Hein. N'importe quoi. Wakanda. Putain. Non par contre il y a eu Scarlett Johansson avec Ghost in the Shell. Tout le monde a pété un câble parce que normalement c'est quelque chose. Je crois que c'est japonais donc ou coréen, je ne sais plus. Ils ont confié le rôle à Scarlett Johansson et le Breakfast at Tiffany's, il me semble. Oui. C'est Mickey Rooney qui joue le voisin qui est chinois et donc il était avec tout son maquillage et tout ça. Ouais. Et les westerns aussi, tous les westerns. Et les westerns aussi, de ouf, carrément. Et donc pour aller plus loin dans la propagande aussi, Le jour le plus long. Le jour le plus long qui a été tourné et qui a été diffusé en pleine guerre froide. Et qui vraiment mettait l'accent sur le côté les Américains, c'est des gentils. Las Vegas. Il y a une vraie diversité au sein des armées américaines. Tout le monde se bat pour le drapeau. Et aussi, plus récemment, American Sniper. À mort. Avec, alors qu'un très bon film. Moi, je l'ai revu et j'ai beaucoup d'a priori sur ce film. Je l'ai revu et j'ai quand même versé ma larme à la fin. Vraiment, il sait comment faire, Clint Eastwood. Mais c'est quand même un metteur en scène, réalisateur vraiment pro-républicain qui glorifie l'armée, qui est pour le port de l'arme, que des choses comme ça quoi. Bah, lui disons que c'est pas du tout le même style, mais lui et Mel Gibson c'est des types qui à chaque fois qu'ils font un film c'est quand même très orienté politiquement ou hyper patriotique. Ou religieusement pour Mel Gibson. Religieusement carrément donc. Mais en France, on a aussi nos films de guerre qui, eux, je trouve, dédramatisent tout. C'est des films, nos films de guerre, c'est vraiment c'est de l'humour, c'est de la comédie française. La Grande Vadrouille, ouais. La Grande Vadrouille. La 7ème compagnie. Exactement. J'en ai plein là. J'ai Babette s'en va en guerre, Le mur de l'Atlantique. C'est très intéressant d'avoir cette vision-là des Français qui arrivaient quand même sur le tard, près de 20 ans après. Avec La Grande Vadrouille en 66, 20 ans après la guerre, et donc ce truc de faut dédramatiser, faut faire des blagues, c'est pas grave. Et parlons un peu de 1917. Bah oui, allons-y. Allez, c'est parti. Ça, c'était de l'intro. Hein. Moi, j'ai vraiment... c'est une belle bouse, on va pas se mentir. non, vraiment, j'ai adoré ce film. C'est tout, je m'arrête là ou est-ce que je développe un peu quand même? Non, après, on va discuter,
Vraiment, juste pour savoir sur quel plan on va t'attaquer. Ouais, ok. Non, le lynchage. Non, vraiment, j'ai adoré ce film parce que, bon, déjà, je suis féru un peu d'histoire de guerre, donc déjà, j'étais un peu conquis avant même d'aller dans la salle, mais parce que j'aime bien cette période et parce que je suis un peu féru de tout ça, j'ai quand même une exigence qui est un peu, je dirais, supérieure dans le sens où, vraiment, je le dis avec beaucoup d'humilité quand même, parce que je suis pas du tout historien, mais c'est-à-dire que je suis plus attentif sur le choix des costumes, sur la taille des tranchées, sur est-ce que ça c'est raccord avec l'époque, etc. Ce type de langage, ce petit de... Voilà, c'est des détails, tu vois, mais... et Non, du c'est coup, important. Hein. Ouais, non, mais carrément. Et en fait, tout ça fait partie de l'immersion. Et je pense que si vraiment il y a un adjectif à trouver pour ce film, et le travail donc de Mendes et de son chef-op qui s'appelle Roger Deakins, je crois. Yes, j'ai ma petite fiche là, tu vois, nickel, Roger Deakins. C'est vraiment l'immersion, quoi. Et on parlait de plan séquence tout à l'heure, et je pense que tout est fait pour qu'on soit à 2000% avec eux et qu'on suive ce moment intensément avec eux, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé, justement, là, purement du plan séquence dans ce film? Est-ce qu'il a un intérêt? Est-ce qu'il... Totalement. Ouais, carrément. Totalement, ça marche de ouf. Il y a un truc qui a beaucoup été décrié sur Allociné, enfin dans les critiques, etc. C'est que, et pour moi qui est une qualité, c'est du fait de mon âge, nos âges. Attends, vas-y. C'est que moi, dès la première séquence, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans un Call of Duty. Mais oui, putain, c'est exactement ce que j'allais dire. Mais tu sais pourquoi? J'ai réfléchi, je me suis dit, parce que en fait, si un film de guerre, il y en a eu plein, très peu en plan séquence, même voire pas. Enfin, 1917, c'est un des premiers à faire ce truc-là, tout en plan séquence, enfin en faux plan séquence. Et le seul moyen pour certaines personnes d'avoir le contexte de guerre en plan séquence, si je puis dire, c'est dans un jeu vidéo. Oui, c'est vrai. C'est là où tu suis le personnage. Puis en plus de ça, le scénario rappelle quand même pas mal, on dirait un scénario de jeu vidéo. C'est clairement, parce que c'est clairement. Ce genre d'émission impossible. Voilà, vous deux, vous allez là-bas et débrouillez-vous, tu vois, c'est ce genre de truc. Donc toi, tu suis, il y a la musique qui suit avec aussi. Non, franchement, c'est vrai, moi, ça m'a rappelé à mort aussi un Call of ou un truc dans le genre. Ouais. Mais moi, par exemple, j'aime pas les plans séquences au cinéma. Enfin, j'aime pas la virtuosité de la chose et jouer sur le buzz de putain, j'ai fait un film en plan séquence, c'est incroyable. Tu sais que un mec qui va faire un film en plan séquence, tu vas en parler. Est-ce que ça a une importance dramaturgique? Est-ce que ça compte? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose aussi? Et bon, moi, j'ai pas du tout aimé Birdman. Je trouve que le plan séquence est magnifique, c'est virtuose, mais au bout d'un moment, la caméra n'est pas transparente et tu vois tous les mouvements de caméra. T'es là, tu te dis putain, waouh, trop stylé le mouvement de caméra, mais tu t'attardes pas sur le film et ça ne sert pas le film. Justement. Enfin, moi, c'est mon point de vue et je le défends. Alors que dans 1917, je l'ai trouvé étonnamment bien fait. Ok, sur certaines séquences, ça marche, le plan séquence. Est-ce que sur tout le film, tu vois, est-ce que tu n'aurais pas pu découper tes plans? Tu aurais peut-être été plus incisif sur certaines choses? Justement, moi je trouve que je comprends ce que tu veux dire sur Birdman. Je t'avoue que je ne me suis pas vraiment penché sur la question, mais je suis presque d'accord avec toi. Et là, ce qui est ouf, c'est que tu oublies complètement la caméra. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule seconde où tu sais, tu as des cuts, tu vois les trucs un peu plus haut, etc. On te laisse respirer. Là, tu es vraiment tout le temps dans le truc. Et comme dans un jeu vidéo, c'est-à-dire que tu es tenu en haleine de A à Z, tu es avec eux, tu es avec lui. Et voilà quoi. Et je pense que en fait c'est là vraiment le génie du truc. J'ai regardé le making of juste avant de venir ici 2 heures avant et je trouve que Roger Deakins et Sam Mendes c'est juste 2 artistes qui ont travaillé comme des tarés sur leur truc. Et moi j'avais l'impression que c'était une pièce de théâtre qui avait été répétée pendant des années et terminée quoi. Très drôle parce que Sam Mendes vient du théâtre lui. Il est metteur en scène à la base. Il a mis en scène beaucoup de Shakespeare, etc. et tout, j'ai vu. Et un Tchekhov aussi. C'est drôle que tu parles. C'est vrai qu'il y a un aspect théâtral dans le plan séquence du fait de l'unité spatio-temporelle, tu vois. Je trouve aussi ce que tu dis avec le fait d'y croire à mort, c'est que d'avoir choisi des acteurs quand même qui sont pas super connus non plus. Ces jeunes acteurs. Oui. Par exemple, Tom Holland était dans les papiers pour jouer dans le film. Spider-Man. Il a pas. Ok, merci. Moi, j'ai lu qu'il a pas pu le faire à cause de son emploi du temps, quoi. Et je me dis, franchement, tant mieux parce que. Mord les doigts, le pauvre. Bah ouais, mais en même temps, tant mieux pour nous parce que un acteur hyper connu, moi, je me serais dit, voilà, c'est un film. Ouais. Mais en fait, ces 2 gars-là, vu que tu les connais pas trop, qui sont des gueules de minots, tu peux t'imaginer aussi que c'est toi au même âge. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça, l'identification qui est plus facile. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont utilisé justement
par contre des vrais stars, des vrais mecs bankable pour jouer des petits rôles et des hauts gradés. Ouais. Ça c'est fou parce que comme si en fait même eux, leur charisme naturel, leur prestance en tant que star mondiale allait avec leur grade. Ça c'est intéressant je trouve d'avoir fait ce choix-là. Mais ça fonctionne très bien. Bah ouais. Tu dis bon c'est ok d'accord. Ils apparaissent chacun 2 minutes top chrono à l'écran, mais ils sont super. Ça marche bien. Ouais. Parce que j'ai regardé les critiques des spectateurs, par exemple sur Allociné, les acteurs se font défoncer. Les gens ils disent ça joue mal, ils sont ridicules. C'est quand même fou. Parce qu'il y a quelques points négatifs quand même qu'on peut noter. Et je sais qu'il y a quelqu'un à cette table qui est très sensible à ça, du point de vue géographique du moins. Martin. Ouais. Martin, Ok. bonsoir. À Mont-Signal, bonsoir. déchaîne les enfers. C'est bon. Alors, à un moment, je me dis, bon, bah, j'entends parler de ma région, parce que je viens du nord de la France, je viens de la ville d'Arras, donc du coup, le coin où ils sont, je le connais parfaitement bien. Et donc, moi, il y a un truc qui m'a sorti, c'est justement cette authenticité qui me manquait un peu, parce que, arrivé, spoiler alert, je le balance là, maintenant, c'est bon, on balance les spoils. Merci les gars. Il parle toujours d'aller au village d'Écou dans le film, Écoust, comme ils disent dans le film, avec un bel accent britannique, pour aller rejoindre justement la division qui se trouve dans la forêt de Croisille. Et arrivé. Et à Écoust, il y a un bar tabac qui fait langue. Non, mais attends, mec. Non, vraiment, tu vois, si ça avait été que ça, enfin, ça je m'en fous. Mais par contre, Écoust, moi je connais bien, enfin, je connais. C'est quand même un très petit village où il y a genre, je sais pas moi, enfin un très petit village quoi. Il y a 5 rues, voilà, basta quoi. Et là, le mec arrive. Déjà, il y a une immense rivière qui n'est pas là dans la vraie vie. Il la traverse et il arrive dans une ville en ruine avec des vieilles pierres, une place avec une fontaine, avec une église immense qui est en train de brûler. Alors ça c'est magnifique par contre. Moi j'étais à fond dedans là-dedans. Ce plan-là il m'a vraiment pris. Alors, moi, au deuxième plan séquence. Ouais, mon moment du film c'est quand il se réveille et qu'il sort là. Moi ça m'a, j'étais scotché, tu vois. Ouais. Mais ce qui m'a sorti directement, c'est de voir ces arcades, cette place, cet immense truc, et je me dis mais il est où là ? Et moi j'étais persuadé qu'il était à Arras parce que là je me suis dit bon bah là ça colle, tu vois, historiquement parlant. Et en fait non, il était dans ce petit village qui est, franchement les gars, il est minuscule le village. Hein. Enfin même, je sais pas moi, c'est tout con, mais le champ de bataille à la fin, plein de craies, enfin c'est très joli, mais du coup est-ce que c'est vrai ? Alors du coup, jusqu'où on peut tolérer certaines inexactitudes historiques et géographiques pour faire servir la forme du film, quoi. Mais je pense que c'est très américain. Non, mais tu vois, tu parlais tout à l'heure, Martin, de la Première Guerre mondiale et du fait qu'il y avait peu de films qui étaient dessus et tout. Et c'est marrant, mais je trouve qu'il y a une sorte de tabou sur cette période-là. Tu vois, comme si, vraiment, je sais pas à quoi c'est dû le fait qu'il y ait très peu de jeux vidéo. Déjà, il y en a, Battlefield. C'est le seul quasiment. C'est le seul dernier, ouais. Tu crois que c'est tabou ou alors plus je m'en fous? Non, moi je crois pas, je m'en fous. Enfin, je pense que c'est un conflit qui a tellement marqué parce qu'il était en rupture avec tous les autres avant, les guerres conventionnelles, et ça a été tellement violent, brutal et mondial. En fait, c'est la première fois qu'il y avait un conflit aussi étendu à autant de pays, que je pense que même encore aujourd'hui, alors que la Seconde Guerre mondiale a été une atrocité absolue, il y a eu 90 millions de morts au total et tout, tu vois, mais quand même, il y a un truc aujourd'hui où cette guerre-là, elle est un peu sacrée, tabou, et on comprend pas trop, et ça a été une telle bouche, enfin, je sais pas. Du coup, c'est hyper dur à traiter, quoi. Et c'est vrai que on se sent un peu offensé, tu vois. Je me souviens, là on part sur un autre débat, mais quand Battlefield sur la 14-18 était sorti, il n'y a pas l'armée française dedans. Or, l'armée française et l'armée allemande, c'est quand même les deux belligérants les plus importants dans le conflit, tu vois. Et dans le jeu, tu incarnes que des soldats anglais, australiens ou américains. C'est drôle ça. Et il y a eu un énorme débat où genre les gens s'offusquaient de ça, et à la limite, je peux comprendre, tu vois. Ah non, ça, non, c'est vrai. Mais après, moi, il y a un petit truc qui m'est un peu arrivé en pleine gueule après le film, c'est en fait ce côté, on y revient, mais un peu propagande pas propagande parce que c'est un film, tu vois, c'est romancé, mais le gentil américain, courageux, avec vraiment cet instinct fraternel qui va se battre contre les méchants allemands, qui le mec s'écrase en avion. On a déjà lancé le spoiler alert. S'écrase en avion, il est au bord de la mort et il fout un coup de schlass. Et tu as dit américain, mais il est britannique. Hein. Oui, pardon, britannique. Autant. Oh, pardon les gars. Désolé, j'ai
j'ai plus toute ma tête. Exactitude, non, mais, tu vois, exactitude. d'avoir cet Allemand qui, au bord de la mort, il vient de s'écraser, fout un coup de couteau, et j'ai vu pas mal de trucs comme quoi c'est impossible. En fait, c'est pas un nazi. Il n'y avait pas tout ce truc, toute cette idéologie derrière. Ça restait un conflit militaire entre deux pays avec des mecs qui étaient embrigadés pour aller se battre. Il n'y avait pas toute cette idéologie qui venait supplanter le soldat, tu vois. Moi, je suis d'accord sur un point. C'est pas tant le pilote, en fait, c'est que on voit plusieurs Allemands. Parce que il traverse, spoiler alert, c'est bon, Ouais, c'est bon, ouais. Il traverse plusieurs moments où il croise des Allemands, etc. Et il y a 3 moments où à chaque fois les Allemands se comportent mal alors qu'ils ont le choix de, tu vois, ils ont le choix un peu de la rédemption entre guillemets, ou de ok, on baisse nos armes tous les deux, même 4 moments. Et à chaque fois les Allemands décident de quand même, tu vois, le coup de l'avion, le coup du mec dans la hall, le coup du mec à côté de l'église. Oui, il est bourré complètement aussi. Voilà. Et à chaque fois l'Allemand c'est le méchant et il fait pas ce choix là. Donc tu vois, à la limite qui choisissent que l'aviateur plante Blake et tout. Moi, c'est la guerre. Que ça m'aurait pas posé de problème, mais je suis ressorti réaliste. avec une image de méchant allemand, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Là, moi, ça m'a gêné parce que dans ce cas, il fallait apporter un peu de nuance et t'en choisis au moins un qui se comporte humainement, tu vois. Faut pas oublier que c'était des jeunes qui avaient 19 ans et que bah, t'as un autre gars de 19 ans en face de toi. Et puis que dans cette guerre-là, du coup, il y a eu aussi, en parlant de Joyeux Noël, il y a eu quand même une trêve, tout ça c'est arrivé. Tu vois. Alors quand même, c'était pas que... oui, c'était pas... ils étaient pas véhéments les uns envers les autres, tu vois. Ils étaient là par devoir et ils se tuaient. Après, on est en 1917 et donc du coup, les premières... tu vois, Joyeux Noël, c'est en 14, donc c'est vraiment au début de la guerre. Après, ils ont pris aussi la propagande, etc. Et tout. Ils ont pris leurs tarifs. Ouais, mais ce qui est étonnant par contre, pour revenir sur l'aviateur, c'est que les aviateurs avaient un code d'honneur aussi à cette époque-là, un peu chevaleresque. Notamment. Ah ouais. Et en fait, t'avais des connards comme partout évidemment, mais côté allemand comme côté français, il y avait une règle, c'est que si t'abattais un avion ennemi, t'avais pas le droit de lui tirer quand il était au sol, s'il avait survécu à sa chute, etc. Et tout, t'avais tout un truc comme ça où t'as des cas de fraternisation entre les aviateurs allemands et français. S'ils étaient prisonniers, ils étaient traités hyper bien. Enfin, vraiment, c'était. C'est ce qu'ils font là, les Anglais. Ouais, complètement. En fait, le mec vient de s'écraser, il l'aide à sortir et puis. Donc c'est pour ça que c'est étonnant, à la limite, que ce mec-là réagisse comme ça. Mais bon. Voilà, ouais. Mais bon, après, c'est la guerre et dans toute sa cruauté et son illogisme, tu vois. Genre, Salut Ludovic Béot, on te salue pour ce 4e épisode. J'en ai parlé avec lui. Ouais. Et c'est un film d'école. Enfin, on appelle ça les films d'école. Un film, nous on était à l'ESRA, École supérieure de réalisation audiovisuelle. Il y a un truc c'est un film pour la technique. T'es technicien, tu vois ça, tu fais putain, trop stylé. Mais je trouve qu'il y a dans ce film en tout cas, qui est très bien fait, passe un très bon moment, patati patata, et des trucs qui dépassent pas ça, qui dépassent pas la technique. Tu vois ? C'est-à-dire que toi, tu vois trop la technique derrière ? Ouais. Ouais, je vois tout. J'ai pratiquement vu. Alors, pas tous, j'espère pas, parce que. Presque sinon, tous les raccords, les cuts. Mais j'ai trouvé ça vraiment mal fait, ces choses-là. Alors, tout est très bien fait, la lumière est magnifique, tatati, tatata, mais ça. Il y a des moments quand il passe dans le verger, juste le verger au cerisier là. La caméra passe dans le mur, enfin à côté du mur qui est cassé. Et au moment où elle passe, là le cut se fait, enfin le raccord se fait, et quand elle passe, la caméra change totalement d'angle. Et il y a plein de moments comme ça. Ouais. Même je suis désolé, quand il saute dans la rivière, dans les rapides qui n'existent pas, soit dit en passant. La chute d'eau et tout. J'ai trouvé ça, l'animation, parce que c'est. Ah oui, tu vois la 3D. C'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. C'est marrant parce que les effets spéciaux, je les ai trouvés un peu. Enfin, je les ai trouvés. Tout ce qui est effets spéciaux. Il y en a pas énormément. Il y a que les rats. Les explosions. Et les rats, tu les vois. Et du coup, le rat là qui grimpe la poutre, là, tu voyais clairement. Ah ouais, c'est limite s'il a pas une petite toque et il fait je vais faire un joli ratatouille. Bon. Est-ce que le mec n'est pas trop extrême dans ses propos? T'imagines? Rémi, voilà une bonne pomme de terre. Et est-ce que, en sachant que le film était réalisé par Sam Mendes, vous aviez des attentes, vous? Personnellement, j'en avais beaucoup. Parlons un peu du cinéma de Sam Mendes, justement, parce que moi, c'est ça qui m'a vraiment bloqué. Parce que, étant un grand féru de son cinéma, je classe American Beauty dans mes 5 films préférés et mes 5 films parfaits de tous les temps. Je trouve qu'il
il y a un aspect qu'on retrouve pas dans 1917 alors qu'on les retrouve dans ses autres films. Tout le côté... il aborde souvent déjà vraiment une intériorité de ses personnages, le lien avec la famille, le couple, évidemment dans American Beauty, dans Les Noces Rebelles, même dans Skyfall. Sam Mendes a réalisé Skyfall, donc James Bond. Ouais. Dans Skyfall, il y a un énorme truc avec la nostalgie, le passé, la famille de Bond. Ouais, carrément. Et dans Jared, qui est un film, je sais plus, ça se passe en Irak ou en Afghanistan ? En Irak, ouais. En Irak, avec Jack Gyllenhaal. Attends, je crois que c'est en Irak. Ouais. En tout cas, c'est un désert. Ouais. Et c'est des Américains en treillis. Non, je crois, ou alors c'est la guerre du Golfe, je sais plus. Ah ouais, je crois que c'est... Ouais, Ouais, ça m'étonnerait pas. Ouais, donc c'est en Irak. Enfin, ouais. Le fond, c'est cette guerre-là, ce conflit-là. Mais ça ne parle pas de ça. En fait, c'est vraiment un film sur les soldats qui s'ennuient. Et qui, en fait, techniquement, si tu veux résumer le film de manière grossière, c'est des soldats qui se branlent. Parce que les mecs, en fait, s'ennuient. Et en fait, ils ont tellement... C'est des Marines on leur a tellement mis dans la tête qu'ils allaient tuer des méchants que ils en viennent à rêver de tuer quelqu'un, et au point qu'il y ait un des mecs de la compagnie qui finit par buter un dromadaire d'une caravane qui passait par là. Pour moi, c'est ça qui manquait dans 1917. C'est toutes ces relations, cette intimité entre les personnages, tu vois. Dans Jared, justement, il parle de sa petite copine et il pense qu'à sa petite copine tout le temps. Ouais. Et il y a ce truc, et tu vois, attends, je finis 2 secondes. Et dans 1917, je trouve qu'il esquisse rapidement une espèce de passion, d'amitié fraternelle avec son pote. Et il tente un truc. Avec la française dans la cave, avec le bébé, il tente cette esquisse d'une famille à la limite christique, biblique, vraiment, qui n'est qu'esquissé. C'est ce soldat qui rêve de retrouver sa famille, de repartir, de voir, et il repense à son bébé, ils se comprennent pas vraiment. Il y a cette esquisse-là il y a eu un peu de patte Sam Mendes là-dedans, mais c'est vite balayé, quoi. Mais peut-être aussi que c'est parce que il voulait faire ça, tu vois. Je pense que c'est en possible. fait, je sais pas, il y en a qui montent des pièces de théâtre pour certaines raisons et d'autres pour d'autres. Elle est belle celle-là. Mais t'as raison. Mais bon, tu vois, je pense que il voulait juste qu'on suive 2 gars là-dedans, et que voilà, ça c'est une des petites histoires.